J'appelle également en visio le docteur Maxime Ross pour Reminax, l'approbation chirurgicale par immersion. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter d'une façon un peu générale l'immersion, puis de façon un peu plus particulière ce que l'on fait et aussi ce que l'on va créer avec l'académie. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter hop, l'application. Voilà. Je voulais d'abord juste, j'aime bien quand je commence la présentation. Pardon, c'est remonté? Merci. J'aime bien commencer par faire juste un petit point parce que on parle de réalité, d'immersion, de réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ça sous le terme plus générique de réalité étendue. Et en fait, ça porte beaucoup de confusion souvent quand on parle maintenant de réalité mixte. Alors voilà, juste un petit point pour être très rapide. La réalité virtuelle, c'est avec un casque, on est coupé du monde environnant et on va avoir ce sentiment de présence dans un univers et avoir ce que l'on appelle l'engagement émotionnel. C'est quelque chose qu'on utilise avant la procédure. La réalité augmentée, quant à elle, c'est l'image de droite. On a des lunettes, pour être simple, on a des lunettes, et on voit au travers, on voit l'environnement qui nous entoure au travers. On vient augmenter cet environnement de données supplémentaires. Donc là, c'est une application qui va être procédurale. Dans le cadre de la formation, alors, la réalité augmentée peut être utilisée à la fin de la formation pour la finaliser, lorsque c'est la première fois qu'on va réaliser le geste, par exemple. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle vraiment l'immersion, c'est plutôt l'apanage de la réalité virtuelle. On va se concentrer là-dessus. C'est lorsque l'on met un casque pour les transporter dans un autre univers. Cette réalité virtuelle, c'est donc un médium, une façon de présenter l'information via le casque. Et le contenu qui peut être distribué via le casque peut être réalisé soit à partir de vidéos, soit à partir d'images de synthèse. Lorsqu'on se concentre sur la partie vidéo, il y a ou bien des vidéos 360 degrés, ou bien des vidéos 180 degrés, avec chacune une façon d'avoir été réalisée et une indication pédagogique qui lui est propre. Si on prend la vidéo 360 degrés, c'est pour comprendre un contexte, un environnement. Alors, comment ça se présente à la base? C'est enregistré avec une caméra qui a un socle. En fait, c'est une caméra qui a de multiples lentilles tout autour, formant une sphère sur laquelle on peut rajouter plein de caméras. Et voici ensuite, on appelle ça un stitching, c'est-à-dire suturer les différentes images, on obtient cet environnement à 360 degrés, c'est-à-dire que l'on a vraiment l'intégralité de la pièce. Ici, je suis en train de manipuler la vidéo avec ma souris, mais lorsqu'on est dans un casque de réalité virtuelle, c'est en tournant la tête. La caméra a été posée ici et l'on voit l'ensemble de l'environnement. Donc, on comprend ici que l'intérêt d'une 360, c'est la mise en contexte, c'est comprendre les professionnels en présence, leur positionnement dans le bloc, les différents outils que l'on peut trouver. Donc ça, c'est la vidéo 360. Une autre façon de faire de la vidéo pour de la réalité virtuelle, c'est 180 degrés, donc ce n'est pas tout autour, mais c'est face à soi, puisque finalement, ce qui nous intéresse ici, c'est d'être face à soi. Et d'être face à soi, c'est voir les mains, le point de vue première personne. Et ici, on est plus dans une indication d'apprentissage mimétique. Et là, on va parler plus de compréhension, de transmission. De 180 points de vue première personne, c'est ceci. Donc, vous voyez, cette fois-ci, la vidéo est limitée face à moi. On ne retient vraiment que ce qu'il y a face à moi. Ici, on est sur l'écran et la grande différence avec un casque, c'est que cet écran vous présente une image en 2 dimensions. Lorsqu'on est dans la réalité virtuelle, on peut avoir la 3 dimensions. 3 dimensions qui donnent la profondeur et qui permet d'avoir une sensation de vivre une expérience et ici de la vivre au travers des yeux du chirurgien qui a réalisé cette procédure. J'ai mis en muet, bien entendu, les commentaires audio. La vidéo est face à moi, mais l'environnement lui-même reste toujours intégralement autour de moi, 360, et donc on vient ajouter des données supplémentaires dans le reste de l'environnement. Ça, c'était pour la partie vidéo. Donc, 360 tout autour de moi, 180 FPV, comme point de vue pour la personne face à moi. L'autre façon de créer ce contenu pour la réalité virtuelle étant les images de synthèse, qui sont créées ou bien grâce à des artistes, qu'on appelle des graphistes, à vos souhaits, qui vont vraiment designer tout le contenu, ou bien l'imagerie. Lorsque ce sont des artistes, en fait, on va créer du jeu vidéo.
la possibilité de manipuler, donc finalement de pouvoir faire soi-même l'intervention en réalité virtuelle, mais c'est vraiment un format jeu vidéo, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. Ou bien créer à partir de l'imagerie du patient, et là c'est plus pour des études anatomiques. Il a été montré dans la littérature qu'il y avait un intérêt pour lutter contre ce qui s'appelait la neurophobie, qui est la difficulté des étudiants à se plonger dans l'étude anatomique du patient. Donc on comprend bien que ça peut être aussi l'imagerie du patient que l'on va opérer pour mieux la comprendre. Ainsi, à partir de DICOM et d'une imagerie classique, pouvoir générer ce que l'on fait déjà avec certains logiciels, une imagerie 3D en image de synthèse, mais cette fois-ci, encore une fois, lorsque on est en réalité virtuelle et pas sur l'écran, donc lorsqu'on a le casque et que l'on est dans cet environnement, on va vraiment avoir toute anatomie que l'on va pouvoir déployer comme on le souhaite et pouvoir manipuler. Ça a été créé à partir de l'imagerie du patient, mais si c'est un artiste, un graphiste qui a créé ce contenu, ben en fait, il va rajouter des interactions qui ne sont pas juste le fait de pouvoir tourner cette imagerie, mais de pouvoir prendre le drain, de pouvoir le retirer, et donc de pouvoir aussi apprendre progressivement la gestuelle liée à cette intervention. Si on se concentre sur donc, la réalité virtuelle, l'immersion pour apprendre, deux grandes façons de créer le contenu, vidéo d'un côté, image de synthèse. Vidéo 360, 180, image de synthèse, faite par les artistes, faite par l'imagerie, chacun ayant une indication pédagogique particulière. Alors, si on se concentre sur le projet Revinax, c'est du 180 point de vue première personne. Et ce projet-là, qui a été développé, est vraiment ça a été créé en 2014, les premières réflexions, 2015, les premiers tutoriels immersifs. Et Revinax, c'est le seul à proposer cette partie qu'il faut bien comprendre s'intègre dans tout un processus. Ce n'est pas la solution, c'est une solution, mais qui a un intérêt très particulier que je vais vous présenter de suite. Alors, comment on crée ce contenu de point de vue première personne? Mais c'est à la base avec un dispositif que porte le soignant lorsqu'il ou elle réalise la procédure. Je mets pause. Vous voyez, c'est un harnais avec un bras, deux caméras qu'on vient orienter pour filmer les mains. Donc, il y a une partie audiovisuelle, de captation, ensuite une édition en stéréoscopie, en 3D, pour avoir le relief, et ensuite toute une programmation informatique pour l'intégrer en réalité virtuelle. Ce n'est pas juste un film, c'est un logiciel. Et ensuite, on va venir donc rajouter des données supplémentaires. Je viens vous présenter ici, là c'est quelque chose que l'on a, c'est un tutoriel que l'on avait réalisé avec le docteur Guillaume Pourchet, où vous avez ce point de vue première personne, synchronisé avec la vue endoscopique captée et synchronisée lors de la réalisation de l'intervention. Donc le point de vue première personne 180, et puis de chaque côté, hop, alors ici avec la souris, mais quand j'ai le casque sans tournant la tête, je vais avoir accès à d'autres informations comme l'imagerie, le dossier patient, la théorie qu'il y a aussi dans la chirurgie, ou alors une vidéo additionnelle qui présente par exemple le parcours patient. Point de vue première personne, données additionnelles, la dernière des particularités, c'est en levant la tête, encore une fois là c'est avec la souris, mais lorsque je le casque, c'est en levant la tête, accès aux différents chapitres qui correspondent aux différentes étapes de la procédure pour montrer, en fait, découper la technique opératoire telle qu'on a l'habitude de la voir, mais avec cette particularité qui est en vidéo, point de vue première personne, et avec ces chapitres donc, qui correspondent aux différentes étapes. Par chapitre, on va pouvoir changer les données additionnelles et vraiment avoir systématiquement, c'est ce qu'on appelle du blended learning, avoir accès à ces données qui correspondent au chapitre, au temps opératoire qui est en cours. Beaucoup d'études ont été menées dans le cadre d'une thèse en sciences de l'éducation et une première présentation avait été réalisée à l'Académie en 2017 déjà. Et c'est préfigurer la suite des études. La première étant, je ne vais pas toutes les passer, mais juste pour vous donner vraiment les points clés qui sont ressortis de ces études. Lorsqu'on avait testé au tout départ, c'était la preuve de concept, auprès de 30 chirurgiens, puis ensuite on a augmenté jusqu'à 90 le panel, on a republié de tout niveau. On leur a fait tester tout simplement des tutoriels immersifs initialement pour voir si on validait cette approche, au moins un intérêt, et si on peut aller plus loin. Ce qui a été intéressant, qui était ressorti, que l'on retrouve dans toutes nos études, c'est plus de 90% répondent qu'ils ont compris mieux grâce à cette approche-là. L'idée, en fait, c'était de pouvoir se dire, bon, mais si je comprends mieux, que je maîtrise plus rapidement, peut-être que je vais pouvoir aussi aller plus vite, plus loin. Encore faut-il que ce soit d'une façon efficace
c'est-à-dire avec moins de risques, bien entendu, pour nos patients. En tout cas, on voyait aussi quelque chose qui était très intéressant, c'était qu'il n'y avait pas de différence en fonction des générations. Donc, ce n'est pas un outil de geek, un outil pour les millennials, comme on dit, mais vraiment quelque chose tout le monde peut s'en accaparer parce que c'est basé sur des images réelles. Et c'était ça qui était assez intéressant. Ensuite, on a fait une étude, parmi d'autres, mais celle-ci était assez intéressante, réunissant 90 étudiants pour leur enseigner un geste technique procédural qui est la ponction lombaire. Pour ce faire, on avait réalisé un tutoriel de ponction lombaire, point de vue pour la personne 180. De chaque côté, on avait les données additionnelles. À gauche, les données d'ordre théorique que l'enseignant avait d'habitude. Et à droite, on avait une reconstruction 3D. Et ensuite, chacun de ces étudiants, le groupe a été randomisé en deux différents groupes. Un, avec l'enseignant, l'apprentissage de la ponction lombaire, la manipulation même de l'aiguille, et l'autre groupe uniquement avec la réalité virtuelle. Chaque étudiant a ensuite eu une évaluation théorique à l'oral, puis une évaluation pratique. Il était à part seul avec un enseignant et mesure la durée de réalisation de l'acte. Concernant l'évaluation théorique, le groupe qui avait été avec l'enseignant a mieux répondu que le groupe réalité virtuelle, ce qui nous semblait logique dans notre approche, puisque là, nous, on s'intéressait vraiment à la partie procédurale, mais c'était quand même important de le souligner. Il y a besoin d'enseignants, il y a besoin d'avoir cette transmission, qui est vraiment l'apanage aussi du compagnonnage, qui n'est pas que je fais, mais aussi les explications qui entourent l'acte. Concernant l'évaluation pratique, on avait une légère différence que l'on voyait apparaître, mais qui n'était pas significative. Par contre, sur la durée de réalisation, il n'y avait pas photo. Le groupe réalité virtuelle tutoriel immersif a réalisé beaucoup plus rapidement la procédure de façon significative. Lorsqu'on étudie ensuite la répartition des erreurs, on s'est rendu compte que le groupe réalité virtuelle allait voir une diminution de ces erreurs de l'ordre de 65%. Et le graphe de droite, en fait, signifie que si l'enseignant introduit la théorie et la pratique ensuite avec le tutoriel immersif, c'est là qu'on peut améliorer l'ensemble de la cohorte en diminuant les erreurs et en faisant les plus vite, donc atteindre enfin l'efficience. L'autre approche dans le projet Revinax a été de se dire, ne nous mettons pas des barrières à la transmission des savoirs en utilisant un outil technologique que tout le monde n'a pas encore. Ce n'est pas tout le monde qui est équipé d'un casque de réalité virtuelle. Et donc, l'idée avait été de développer une application sur téléphone portable pour avoir accès à ce contenu avec ou sans casque. Et les casques qui sont utilisés avec les téléphones portables sont des petits casques en plastique ou en carton. On met son téléphone dedans et on a accès à la réalité virtuelle. Et on a pu le montrer, ceci durant la crise sanitaire, avec développement de 8 tutoriels dédiés en une semaine. L'application a été mise à disposition de professionnels de santé. On a eu 12 500 téléchargements en 45 jours, sur lesquels, en fait, on a envoyé un questionnaire pour voir si ça répondait aux attentes. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on était vraiment plus dans un état d'esprit de participer à l'effort général, comment apporter sa pierre et pouvoir sortir de là. On a eu un taux de réponse de 72% sur les 3 jours de test. Et donc, finalement, on a publié cet article scientifique. Et ce qui était très intéressant, c'est que là, on retrouvait une nouvelle notion qui était au-delà de la compréhension, le gain de confiance. Et ça, c'est formidable. Et c'est ainsi que dans toutes les différentes études, on a pu progressivement dessiner ceci, l'utilisation du tuto immersif qui permettait d'avoir une meilleure compréhension avec ce point de vue pour la personne, la capacité de gagner en confiance, un haut taux d'adoption parce que c'était de la vidéo, et que finalement, gagner en efficacité parce que réduction des erreurs et accélération de la maîtrise. À l'heure actuelle, donc, c'est la base de ce que l'on a créé. Et juste un petit mot sur la recherche et le développement en cours. Vous connaissez le fameux See One, Do One, Teach One. Bon, le See One, c'est l'apprentissage mimétique, qui jusqu'à présent était fait par de la vidéo, ou j'aime beaucoup le terme anglais shadowing, parce que c'est vraiment ce que l'on fait au bloc opératoire, des fois, être l'ombre de son maître pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et qui ensuite, il y a une deuxième étape, qui est l'étape constructiviste, sur laquelle c'est, on fait. Donc, on fait la première fois sur le patient, même si il est recommandé de ne pas faire, comme l'a si bien dit Hubert récemment, oui, mais il y a des fois, on n'a pas suffisamment d'outils pour pas. Il y a toujours une fois où on fera sur le patient. Les animaux, on tend aussi à diminuer. Les modèles anatomiques, qui sont bien lorsqu'il y a de la revascularisation, mais simuler une vraie chirurgie sans revascularisation,
c'est pas la même chose. Les simulateurs physiques, les simulateurs virtuels, les jeux vidéo. Et donc, c'est là où on retrouve tous ces outils. Et en fait, le projet Revinax, c'est la première pierre de cet édifice qui est le mimétique que personne, personne ne fait de cette façon-là, qui est le C1. Pour aller un tout petit peu plus loin, et tout à l'heure, j'ai écouté Albert Claude qui mentionnait certains développements qui pouvaient être faits. Vous vous rappelez qu'il y a donc cet apprentissage C1 mimétique fait avec le 180 FPV, Vinax, et de l'autre côté, il faut quand même cette partie constructiviste de je fais, et puis je me trompe, je fais, je réussis, j'ai appris, qui là peut être fait en réalité virtuelle avec les images de synthèse créées par des artistes. L'idée est désormais de, alors pas complètement switcher, mais de se servir des vidéos, cette base de données, pour en extraire des modèles 3D et pouvoir ainsi interagir avec eux. Et à partir, il y aura forcément du travail artiste dessus, mais l'idée n'est pas de partir de out from the scratch, mais de partir de ces ressources vidéo. Et ainsi de pouvoir avoir cette offre complète. Et la première pierre qu'on est en train de créer, et notamment avec l'appel à projet BOPEX, c'est d'utiliser le SimLife, donc, la revitalisation cadavérique, pour se mettre en conditions quasi réelles, avec tout une installation qui va représenter le bloc opératoire. Et bon, là, c'est un peu schématique ce que je présente, mais c'est un peu l'idée d'avoir de la vidéo, de l'audio, la lumière qui soit contrôlée pour avoir vraiment une chirurgie standardisée sur laquelle on va pouvoir commencer à travailler, qui aura le tutoriel immersif pour la partie mimétique, mais sur laquelle, en faisant travailler des algorithmes d'intelligence artificielle, qui, je le précise en plus, sont d'origine française, vont permettre de pouvoir extraire des scènes 3D dans lesquelles on va pouvoir interagir. Ça, c'est pour la partie recherche. Et la partie développement, je finirai là-dessus, qui est bien entendu la capacité de capturer, archiver et transmettre ce savoir-faire, et qui là, bien entendu, est le projet des mémoires immersives auxquelles on travaille auprès de l'Académie nationale de chirurgie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ross. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Professeur Reich. Merci Maxime pour cette belle présentation. Moi j'ai une question, donc j'ai deux questions. La première, je pense que c'est un outil magnifique pour l'enseignement. Aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation européenne du temps de travail, la France s'y a mis en règle. Hein. Donc on a nos internes qui ne font pas plus de 48 heures par semaine. Ils sont confrontés à moins de blocs opératoires, et à moins de situations devant les patients. Et moi, je pense que ça, c'est spectaculaire. Voilà. On a tous les outils en un. Moi, je n'arrive pas toujours à voir les internes en cours, en chirurgie, en simulation, etc. Et là, on a tout, en fait. Est-ce que c'est vos clients, principaux clients, c'est qui? C'est les CHU, c'est les universités, c'est les écoles d'infirmières? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on pourrait imaginer mettre tous les dossiers cliniques du patient, mais ce n'est pas pour l'enseignant, c'est pour nous, ça. Hein. On arrive au bloc opératoire et on a à disposition tous les comptes rendus, radiologie, scanner, etc., plutôt que de faire des milliers de clips sur nos logiciels. Est-ce que c'est possible, ça? Bien sûr. Tout à fait. Merci pour ces questions. Alors, je commence par la dernière. Ce qui est de l'affichage, ce qu'on appelle l'affichage tête haute, dans le cadre du bloc opératoire, l'affichage des données patients sera plus facile d'utiliser sur de la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée qui va être avec des lunettes, et on n'a pas cet engagement émotionnel, mais on a l'environnement. Quand on parle de réalité augmentée, on voit d'emblée effectivement le Graal qui est la superposition de l'imagerie du patient que l'on est en train d'opérer, l'imagerie préopératoire sur son corps, donc ainsi même se passer de fluoroscopie à terme. Ça, c'est le Graal, mais il y a des étapes avant, effectivement, qui sont d'utiliser cet affichage tête haute et cette capacité d'avoir une projection face à soi de données patients, que ce soit de l'imagerie préopératoire ou même une reconstruction 3D que l'on va injecter, de la vidéo. Mais aussi, ça peut être aussi capter, par exemple, un appareil de fluoroscopie et le retranscrire, ce qui peut permettre de gagner du temps, ou aussi du confort, de l'ergonomie chirurgicale, lorsqu'il y a trop d'encombrement au bloc et qu'on essaie de pouvoir voir par-dessus pour
pour arriver à voir la navigation, par exemple, ou la fluo. Donc, oui, c'est possible. On avait fait une première, ça avait été en 2017, où on avait eu la possibilité d'utiliser la réalité augmentée au bloc opératoire. Alors, c'était vraiment quelque chose d'assez simple que l'on avait réalisé. Je vais vous faire un petit partage très rapide pour vous le montrer, vous allez vite comprendre. Le but avait été vraiment juste de montrer, de prouver ce concept-là. Hop, je refais le partage, excusez-moi, ça prend 2 secondes. Donc là, il faut s'imaginer, en fait, je vais vous montrer, c'est la vue du chirurgien, d'accord, au travers des lunettes. C'est vraiment ce qu'il pouvait voir à ce moment-là. Donc il y avait l'imagerie pré-op avec la planification pour les vis pédiculaires. En fait, c'est le tutoriel immersif que l'on avait mis. Donc vous retrouvez les chapitres en haut, la vidéo point de vue première personne. C'était pour montrer aussi cette possibilité et la reconstruction volumétrique 3D du trajet qui allait être réalisé. Le chirurgien regardant vers le bas avec une lunettes de réalité augmentée voit la zone opératoire et peut procéder. Et c'est en levant la tête qu'ensuite il avait ces différents affichages. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Oui, c'est intéressant, c'est complètement jouable. Et on est plus dans de la réalité augmentée. C'était pour la deuxième question. La première, on est en train de faire ce qu'on appelle un pivot en termes d'entreprise, c'est-à-dire que en 2015, les premiers tutoriels qu'on réalise sont financés par l'industrie, bien entendu, l'industrie de dispositifs médicaux, et qui nous permettaient justement de pouvoir créer à la demande un contenu avec un de leurs outils, un key opinion leader, un influenceur, et une indication chirurgicale. Donc, on avait dit, on commence comme ça va nous permettre de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir créer le contenu pour tout le reste de la population chirurgicale. C'était une belle histoire, ça a bien commencé comme ça. Malheureusement, les dispositifs médicaux, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, trop de temps à mon goût, et surtout quelque chose qui peut être compréhensible, c'est le fait qu'ils gardent le contenu et qu'ils le distribuent eux-mêmes à leurs propres utilisateurs, mais ne le laissent pas ouvert pour la communauté. Or, nous, le but est humaniste, c'est de pouvoir partager les savoir-faire. Donc, on continue à travailler avec les industriels, mais là, maintenant, on est en train de mettre en place tout un programme de création de contenu sur lequel on investit l'argent que l'on a et auprès de nouveaux associés qui veulent se joindre à l'aventure, beaucoup de chirurgiens d'ailleurs, où l'on va créer une première partie qui va être de la phase socle. On envisage environ 300 tutoriels, vraiment pour la formation initiale et intermédiaire, qui sera essentiellement réalisée en conditions de simulation opératoire avec le SimLife. Et en parallèle de ça, pour ce qui est de la phase experte, lever des fonds avec l'académie, auprès par exemple de fondations, pour faire en sorte de se dire on va aller filmer un chirurgien expert une fois par mois. Et de là, on va sortir 5 à 10 tutoriels par mois qui vont permettre de pouvoir alimenter ce qu'on appelle les mémoires immersives. Et ainsi avoir d'un côté cette phase socle, et donc phase initiale et intermédiaire, et de l'autre côté, expert. Et ensuite, mettre tout ceci à dispo de la communauté chirurgicale, des chirurgiens eux-mêmes, mais aussi des facs et des universités. Donc c'est là où on est en train de complètement changer de paradigme. Et l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on aura suffisamment de gens qui seront intéressés, finalement, peut-être que les industriels libéreront enfin le contenu que l'on a créé ensemble. Et voilà, donc pour la petite information, ça commence le 1er mai, la semaine du 1er mai. On va au CHU de Nice et on va faire une partie on va faire des essais pour la phase socle ortho et le début du viscéral, et ensuite tout ce qui est le damage control chirurgical. Donc voilà, c'est un changement de paradigme et ça débute dès maintenant. Commentaire du docteur Pourchet. Oui, merci beaucoup Maxime. Effectivement, il y avait, et alors, on l'a évoqué, mais c'est vrai que ça peut être un bon outil de préparation à la réalité augmentée, en fait, parce que tu l'as bien défini, ces deux champs, mais ce type de support immersif, justement, il va préparer le chirurgien à gérer les hologrammes dans son champ visuel. Donc ça, c'est aussi une application qui m'a intéressé pour commencer à utiliser la réalité augmentée. Et puis, je voulais te poser aussi, en profiter pour poser la question des universités, mais tu l'as un peu évoqué tout de suite.
On parle beaucoup de pénurie de médecins, des difficultés dans les facultés pour l'enseignement. Et c'est vrai que pourquoi pas avoir un cours immersif du professeur qui éviterait d'avoir des structures. Il y a des sujets qui sont aussi intéressants à tous les niveaux, hein. Ce n'est pas que l'acte technique chirurgical, mais aussi dans l'enseignement théorique, peut-être que ça peut être intéressant avec des chatbots, enfin des réponses d'intelligence artificielle qui permettraient d'avoir une interactivité quand même avec le prof. Enfin, c'est plein de sujets qui sont passionnants. Je ne sais pas si tu as déjà regardé ça ou pas. Complètement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs solutions en fait qui ne demandent qu'à être agrégées. Et ce que j'en pense aussi, c'est qu'on a une capacité, et toujours pareil, je pense qu'il faut partir quand même de la vidéo et que ça a un vrai intérêt. On a la possibilité d'imaginer ensuite, à partir de ces vidéos, de pouvoir, bon, c'est la première étape, de pouvoir créer des modèles 3D sur lesquels interagir, mais ensuite, en analysant ces vidéos progressivement et en donnant tout un champ sémantique à cette vidéo, apprendre à l'intelligence, une autre intelligence, donc artificielle, à copiloter, qui pourrait servir de copilote lors d'une intervention, et de pouvoir anticiper et pouvoir dire qu'à tel moment, on est à tel moment de la procédure, et normalement, quand ça se passe bien, on devrait arriver à ça, et ça ne se passe pas bien, pouvoir déclencher des warnings. Le but est de parfaire le geste. Et autre chose que je souhaiterais ajouter, c'est on a la matière en France pour se donner cette ambition. On a vraiment la capacité. Dans tous les pays, il y a des bons chirurgiens partout, bien entendu, mais dans chaque sur ou sous-spécialité en fonction de comment on se positionne, s'il y a, je vais appeler, désolé de ce terme, mais c'est fait exprès, c'est pour bousculer un peu, s'il y a une rockstar, il y en a au moins une en France. Et donc, on a la capacité, on a une valeur à la chirurgie française. Tout ce dont je vous parle maintenant, en mon sens, c'est quelque chose qui doit être exporté au niveau global. Et je pense qu'on peut vraiment avoir cette ambition parce que nous sommes chirurgiens français, parce que l'intelligence artificielle, les algorithmes dont je parlais ont été développés par des chercheurs français, la volonté gouvernementale. Il y a un momentum. Il y a vraiment un momentum. Et tout ce qui avait été dit à l'Assemblée lors du colloque qui avait été organisé, on voit bien que la réflexion qui est en train de se mener va dans le même sens au momentum. Je pense vraiment que la France peut devenir leader de ce point de vue-là. Et depuis la formation, forcément, on arrive ensuite à l'intervention naturellement. Professeur Benamou. Oui, je voudrais d'abord féliciter Maxime parce qu'il a une clarté pédagogique pour bien présenter l'ensemble des processus qui sont complexes à expliquer. Et en même temps, j'aurais des remarques peut-être deux natures complètement différentes. D'une part, t'encourager et t'accompagner dans cet esprit de créer finalement une nouvelle encyclopédie des opérateurs, qu'ils soient chirurgiens ou interventionnels, une encyclopédie immersive qui n'existe pas et qu'il faudrait créer en couvrant tous les champs des actes opératoires. Ça pourrait être complètement génial. Il faut absolument montrer que effectivement la France peut être leader. Et c'est pour ça que moi, j'ai déjà un peu parlé de cette manière de voir les choses dans le plan France 2030. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui s'inscrive dans ces outils de transmission complètement innovants et qui permettrait peut-être d'améliorer les performances des chirurgiens et des opérateurs. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est de penser à la médiatisation grand public de cette manière de traiter l'information médicale et la visualisation du corps et l'interprétation du corps, etc., qui passionne en général le grand public. Mais il faut trouver peut-être les lieux de réalisation de programmes de démonstration pour le grand public, peut-être le Futuroscope à Poitiers, la Géode à la Cité des Sciences, etc. On peut très bien imaginer en 3D avec des casques, etc., faire participer des enfants des écoles, des lycéens, etc. Ce qu'on cherche, c'est créer des vocations dans le domaine de la médecine, de la chirurgie. Ben, c'est peut-être là qu'on peut créer une émulation des plus jeunes pour
entrer au cœur du système du corps humain, dans sa variété, etc. C'est une aventure, un voyage passionnant. Et donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer de construire, peut-être avec la ministre de la Culture, hein, pourquoi pas, parce qu'on peut être branché à la fois sur les besoins professionnels, mais aussi les besoins de sensibilisation des plus jeunes. Voilà, deux remarques, mais ça veut dire plein de choses à faire. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle communication qu'on peut applaudir.